Elle court, la rumeur. On l'a vu encore il y a quelques jours avec cette théorie du genre, soi-disant enseignée à l'école. Faux. Mais il a fallu tout de même des démentis pour lui tordre le cou. Alors comment naît une rumeur et pourquoi un tel écho sans aucune preuve? Nous nous sommes penchés sur une autre rumeur qui enflamme des villes du centre de la France, comme Niort, comme Limoges, comme Le Mans. Et que dit-elle, cette rumeur? Que ces villes auraient accepté d'accueillir des familles venues du département du 9-3, la Seine-Saint-Denis, contre des subventions. C'est Elsa Margou qui fait le décryptage pour nous et elle répondra ensuite aux questions de Françoise. C'est un bruit qui court, un murmure, un souffle dont nul ne connaît la source, mais qui enfle et s'étend sur plusieurs villes de France. Une drôle de rumeur qui prête à des maires ou à des députés de bien étranges pratiques. Elle dit que j'ai signé une convention avec le département de la Seine-Saint-Denis pour faire venir des personnes à Niort. Évidemment, ce sont des personnes de couleur. Elle dit qu'on aurait un accord, alors tantôt avec la mairie de Paris, tantôt avec le département de Seine-Saint-Denis, qui, moyennant finance, nous enverrait des populations d'origine étrangère. Je sais que dimanche prochain, il y a un train de 400 personnes qui arrive. Je sais que tel immeuble dans tel quartier leur est réservé. Et je sais qu'à titre personnel, vous touchez 6 000 € par personne qui vient. Des habitants de Seine-Saint-Denis envoyés en province en échange de subventions. Des déplacements de population orchestrés en grand secret par l'État. On l'appelle la rumeur du 9-3 et rien ne l'arrête. Elle allait jusqu'à dire que je m'étais mariée avec une personne de couleur, ce qui en soi n'est pas un problème, je peux me marier avec qui je veux, et qu'on le savait à Niort, parce que comme toutes les personnes de couleur sont évidemment des délinquants, eh bien, il y avait eu un incident pendant ce mariage. Vous n'êtes pas mariée? Je suis pas mariée, non. Cette rumeur, insistante, nous avons choisi d'en remonter le fil, pour tenter de comprendre par quel circuit elle se déplace ainsi, de ville en ville. Et surtout, à qui elle profite. Voici l'histoire d'un fantasme collectif, révélateur d'une France en crise, qui se cherche des boucs émissaires. Notre voyage au pays de la rumeur commence à Niort. C'est là qu'elle s'est fait entendre pour la première fois, il y a plus de 3 ans. 150 000 habitants, une ville tranquille, à 400 km de la Seine-Saint-Denis, le fameux département du 9-3. Une chose est sûre, personne ne sait d'où elle vient, mais la rumeur, tout le monde en parle. La mairie aurait eu des subventions pour les faire venir, mais apparemment ce sont des rumeurs, donc j'en sais pas plus. Non, mais apparemment c'est vrai. Hein. Et quand vous dites qu'apparemment ce serait vrai, c'est quoi ces histoires de rumeurs ce serait... Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus... apparemment il y a plusieurs villes en France où il y a cette rumeur-là, donc démentie par toute... La rumeur, je sais pas d'où elle vient, je ne sais pas, mais... Peut-être que la population a un peu changé effectivement par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Mais oui. Vous, la première fois que vous en avez entendu parler, c'était comment? À la salle. C'est toi qui me l'as dit, moi. C'est moi qui te l'ai dit, c'était à la salle de sport, ils en parlaient. Les garçons en parlaient et du coup... Et ils disaient quoi? Justement, ils se demandaient, ils disaient oui, apparemment, il y a pas mal de personnes qui viennent du 9-3. Et vous en connaissez des gens du 9-3? Oh, pas du tout, non. Ah non. Nous ici c'est 79 000 et c'est chez nous ici là. Il n'y a pas de 9-3, il n'y a pas de... c'est chez nous. La place de la Brèche, reconvertie en jardin public, est devenue le rendez-vous des jeunes Niortais. Et le cœur de la rumeur. Les travaux auraient été financés en échange de l'accueil de ces mystérieuses populations venues du 9-3. Où se cachent ces nouveaux arrivants? Selon la rumeur, ils seraient logés gracieusement dans les HLM de la ville. Nous sommes donc allés rencontrer le plus gros bailleur social de Niort. Christian Ribes en est le président. Nous avons ici le principal quartier de logements sociaux de Niort. Donc, les hordes de délinquants. Les hordes de délinquants, c'était... bien sûr, puisque c'est la plus forte concentration. Les autres logements sur Niort, c'est trois immeubles dans un coin, d'autres là. Christian Ribes a listé les nouveaux arrivants à Niort qui ont obtenu un logement social. Et il a recensé leur département d'origine
pour savoir où ils habitaient avant. Et la réalité, c'est les attributions de logements. Nous avons attribué 526 logements à des gens qui habitaient sur le territoire de la communauté d'agglomération de Niort. 158 qui sont originaires des Deux-Sèvres, 85 d'autres départements et 1 de gens qui venaient du 9-3. 1 sur 770. Voilà la réalité. Malgré ces chiffres rendus publics, la rumeur persiste. Alimentée par des faits divers. Cet été, place de la Brèche, des jeunes sont arrêtés pour vol. Ils viennent de régions parisiennes. La rumeur repart alors de plus belle. Des bandes de délinquants du 9-3 auraient déferlé sur Niort. Nous avons retrouvé l'avocat de ces jeunes. Maître Scatolin a été commis d'office le jour de leur jugement devant le tribunal correctionnel. Dans cette affaire, il défend 2 jeunes accusés de petits larcins. Ils ont essayé de voler une canette de soda et ils se sont fait interpeller sans même consommer le vol. Ils ont été poursuivis pour tentative de vol. Voilà, c'était des faits vraiment très mineurs. Ils avaient quel âge ces deux-là ? 14 et 15 ans. Un 3e est accusé d'avoir frappé un policier lors d'un contrôle d'identité. Tous viennent bien d'Île-de-France, mais pas de Seine-Saint-Denis. La délinquance du 9-3 qui arrive à Niort, en fait, elle vient pas du tout du 9-3 ? Elle vient pas du tout du 9-3 dans les dossiers dont j'ai eu à connaître. Elle vient d'où alors ? Du Val d'Oise et puis de jeunes désœuvrés, mais qui viennent pas par horde, qui viennent pour des raisons personnelles et puis qui se comportent, il est vrai, pas bien du tout. Mais ce n'est pas une organisation auquel ils ont appartenu et c'est pas des déplacements massifs de familles entières. Au total, 4 jeunes en vacances venus du Val d'Oise. Pas vraiment un transfert massif de population. Mais la rumeur court toujours. Pour la faire taire, la maire de Niort, Geneviève Gaillard, décide alors d'employer la manière forte et de porter plainte contre X. Les enfants des écoles, collèges et lycées niortais en venaient aussi à donner du crédit à ça et en parlaient à leurs parents. Les commerçants en rajoutaient, certains officiers de police en rajoutaient, ou de gendarmerie en rajoutaient. Donc quand ça prend des proportions de cette nature, il faut s'arrêter. Ils en rajoutaient, c'est-à-dire ? Ils ne démentaient pas. Et puis j'ai une collègue maire d'une commune de la communauté d'agglomération où un gendarme lui a dit très clairement que avec ce que je faisais venir à Niort, c'était pas étonnant qu'il y ait des problèmes en zone rurale. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Toute personne qui donne foi à la rumeur s'expose désormais à des poursuites. Mais que peut une procédure pénale face au bouche à oreille ? L'ombre de la rumeur continue de s'étendre. De Niort, elle contamine Poitiers, Tulle et Limoges. Une ville moyenne comme Niort, 140 000 habitants au cœur d'une région rurale. Ici, c'est une ancienne caserne qui alimente les fantasmes. La caserne Marceau. Vincent Schmitt est le chef de cabinet du maire. Voici donc ancienne caserne, occupée par un régiment, puis un bataillon du train, qui est parti avec la dissolution de la garnison de Limoges. Et donc tout cet ensemble immobilier, ces terrains ont été cédés à la ville par l'État pour l'euro symbolique. La rumeur dit quoi sur cette caserne alors ? La rumeur dit que la municipalité accueille des populations d'origine étrangère dans cette caserne, en contrepartie de versement de sommes qui lui permettraient de financer de grands équipements. Donc vous voyez, il n'y a pas de linge aux fenêtres, pas d'habitants. Seul occupant, c'est le gardien des lieux. Nous inspectons les 5 hectares du bâtiment, pas âme qui vive. La mairie a même organisé des visites pendant les journées du patrimoine. Mais la rumeur est toujours là. Le maire de Limoges, à son tour, porte plainte. Et voilà encore 2 lettres anonymes. Fatigué de recevoir des mails et des courriers anonymes, dénonçant l'arrivée massive d'étrangers dans la ville. Ouais, d'accord. Ils veulent concernant notre commune. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, ces lettres ? Des gens qui découvrent que divers bruits circulent, à savoir que vous auriez déjà fait venir de Paris 200 Roms et qu'ils seraient déjà investis dans la caserne. Pouvez-vous confirmer ou démentir cette rumeur ? Il paraît également que vous feriez venir 3000 personnes de Paris, Roms et Africains.
Il n'y a pas d'arrivée massive d'étrangers. Il n'y a pas d'arrivée massive d'étrangers. Hein. Les personnes issues de l'immigration, ça représente moins de 5% de la population. Hein. Selon les chiffres de l'INSEE, les étrangers les plus nombreux à Limoges sont les Anglais. Alors comment la rumeur s'est-elle emparée de ces paisibles villes de province? Nous reprenons sa piste vers l'Est, où elle s'est invitée chez un député. Benoît Apparu a lui aussi porté plainte, accusé par la rumeur de toucher de l'argent en contrepartie de l'accueil de gens du 9-3. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que cette rumeur a pris dans une ville comme Châlons-en-Champagne? La cause, c'est une distorsion de niveau de vie et de qualité de vie entre l'Île-de-France et toute une série de villes moyennes, entre guillemets, moins chères, meilleure qualité de vie. Ça génère des flux de population. Et des populations qui arrivent dans ces villes-là, entre guillemets, traditionnellement, pardonnez-moi l'expression horrible, blanches, effectivement, ça va générer la même rumeur. Donc ça me paraît assez logique. Ça veut dire que la France est quand même un peu raciste sur les bords. Ça vous avait échappé? Pas à moi. La France, oui, est un peu raciste sur les bords. Serait-ce l'origine de la rumeur? Des villes de province au loyer moins cher, une mixité qui ne se cantonne plus aux grandes villes, bref, des minorités devenues visibles. Y a-t-il pour autant plus d'étrangers en France? Pas selon les statistiques. 200 000 immigrés arrivent chaque année et 100 000 repartent dans leur pays, des chiffres stables depuis 8 ans. François Gemène est chercheur en sciences politiques, spécialiste des mouvements de population. C'est dans cette mixité, nouvelle en province, que selon lui s'enracine la rumeur. Le nombre d'immigrés dans la population reste relativement stable. Par contre, le chiffre qui grossit, naturellement, c'est le nombre de personnes de couleur, puisque les immigrés ont des enfants qui sont bien sûr français, qui vont souvent parfois se marier à des Français ou à des Françaises, mais forcément, du fait du brassage des cultures, des ethnicités, le nombre de personnes avec un nom à consonance étrangère ou avec un visage qui n'est plus tout à fait blanc va forcément augmenter. Ça donne l'impression que la part des étrangers en France augmente, ce qui n'est pas le cas, et ça ne m'étonne pas que cette rumeur prenne si bien dans des petites villes de province, des petites villes qui n'étaient pas du tout habituées à cette présence dans l'espace public, à cette présence de minorités dans l'espace public, et qui d'un coup, dès qu'il y a une ou deux personnes appartenant à ces minorités qui apparaissent, le voient tout de suite comme un changement considérable, comme un bouleversement qui menace quelque part leur culture. Et je dirais que c'est peut-être une singularité de la France, que tout ce qui vient de l'extérieur est perçu comme une menace. France islamisée! On est chez nous! On est chez nous! S'il est difficile de trouver la source de la rumeur, il est assez simple de savoir qui la répand. Ce jour-là, Résistance républicaine organise une manifestation à Paris. Une association créée en 2010 par Christine Tassin. Son mouvement est apparenté à cette nouvelle mouvance de l'extrême droite qui combat ce qu'elle appelle l'islamisation de l'Europe. Elle fait partie de ceux qui n'hésitent pas, malgré les démentis, à répandre la rumeur. On a énormément de témoignages qui nous expliquent très bien que partout en France, il y a des populations de Seine-Saint-Denis notamment qui sont déportées, on va dire ça, pour en Charente, en Pays de Loire. On sait qu'à Niort, on a une grosse communauté immigrée qui vient du 9-3, qui vient d'arriver. On est en train d'obliger le moindre village français à pratiquer le multiculturalisme. Des affirmations sans fondement, mais ceux qui partagent ces idées disposent d'une formidable caisse de résonance pour faire écho à la rumeur. Internet. Voici ce qu'on peut lire sur le site de Résistance républicaine. Nous avons depuis quelques semaines de nombreux échos d'arrivées massives de Seine-Saint-Denis partout en France. Une multitude de sites, blogs, commentaires sur les réseaux sociaux relaient la rumeur du 9-3. En tant que Niortaise, pour moi, c'est pas une rumeur, c'est un fait avéré. Il n'y a jamais de fumée sans feu. J'habite dans une ville qui accueille toute l'Afrique et s'apprête à recevoir 2400 Roms dans une ancienne caserne.
C'est ce qui se passe à Laval. Une arrivée massive d'Africains subsahariens, musulmans, cela va de soi. Leur point commun, un discours raciste et islamophobe. Les rumeurs sur le net, c'est devenu la spécialité de cet homme. C'est un chasseur de hoax. Ce mot anglais désigne les fausses rumeurs qui hantent la partie sombre de la toile. Vous ne verrez pas son visage. Les traqueurs de rumeurs sont régulièrement insultés et menacés de mort par certains sites d'extrême droite. Comme lui, des centaines de particuliers se regroupent sous la bannière des débunkers de hoax, littéralement, les démolisseurs de rumeurs. Ils passent leur nuit à nettoyer le net des fausses rumeurs de l'extrême droite. On les trouve sur tous les blogs d'extrême droite. Voilà. Les blogs, les pages Facebook, les sites, ils ont une faculté à échanger leurs informations, enfin leurs pseudo-informations entre eux, qui est absolument extraordinaire. Il va nous expliquer les méthodes qu'emploient ces sites pour répandre leurs idées. Exemple, avec cet article sur un fait divers. Un revendeur en viande de cheval avait eu un accident de voiture. Et donc il précisait bien le négociant altiligérien, ce qui veut donc dire habitant la Haute-Loire ou natif de la Haute-Loire. Eh bien là, certaines pages de la fachosphère ont récupéré cet article et regardez la petite subtilité, on transforme altiligérien en algérien. Et de suite, ça devient prétexte à des commentaires absolument répugnants sur Internet, des gens qui disent que cette personne est un criminel, qu'il crève, ça en fera un de moins, il n'a pas hésité à risquer la vie des gens, bien fait pour sa gueule, bien, très bien. À partir de ce moment-là, tous les sites de la fachosphère, effectivement, récupèrent cette information et commencent à la diffuser. La viralité d'Internet, voilà, ça, on appelle ça comme ça. Vous tombez sur cet article, vous y croyez, et vous l'envoyez à tous vos contacts, qui eux-mêmes vont l'envoyer à 50 contacts, etc., etc. Voilà comment la rumeur du 9-3 a pu se propager aussi vite et sur tout le territoire. Cet article, intitulé « Rumeur du 9-3 jeu concours », a été publié pour la première fois par le site F de Souche. Comprenez François de Souche, le plus lu de l'extrême droite. Il a ensuite été copié-collé des dizaines de fois sur d'autres blogs. Et pour donner à la propagande des allures de vérité, il prétend détenir des preuves comme celle-ci. L'association France Terre d'Asile propose sur son site une liste de régions susceptibles d'accueillir des immigrés. Pourquoi cette référence à France Terre d'Asile ? L'État confie à cette association, depuis plus de 30 ans, l'hébergement non pas d'immigrés, mais d'étrangers demandant le statut de réfugiés. Elle a en effet ouvert plusieurs centres d'accueil en région. Des étrangers envoyés en province, voilà qui donnerait de l'eau au moulin de la rumeur. Alors nous avons repris la route pour aller vérifier comment s'organise cet hébergement. Chambon-le-Château, au cœur de la Lozère. Un peu moins de 300 âmes qui se préparent pour aller à l'école. Grady et ses parents sont arrivés ici en avril dernier. Ils ont fui leur pays, l'Angola. Ce petit pavillon est loué par France Terre d'Asile pour ceux qui, comme eux, sollicitent la protection de la France. C'est difficile de s'habituer à la neige et au froid. Ouais, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. Ouais. Chambon-le-Château compte une dizaine de familles de demandeurs d'asile, venus d'Afrique, de Tchétchénie ou d'autres pays en guerre. 50 personnes dans un bourg de 300 habitants, ça ne passe pas inaperçu. La plupart de ces familles ne sont pas francophones. Alors à l'école, les enfants commencent par apprendre le français, dans une classe spécialisée. Hier, pendant la récréation, avec mes copains, on a fabriqué un grand bonhomme de neige. À la maison, tu parles quelle langue plus souvent? Portugais. Et à l'école? Français. Et c'est dur le français à apprendre? Non. Il apprend très vite, il travaille bien, il écrit très bien. Il écrit très bien, il commence à savoir lire.
Il faut que dans la phrase, tu arrives à... Après quelques mois, quand ils ont atteint un bon niveau de français, ils sont intégrés dans les classes ordinaires. Et plus rien ne les distingue de leurs camarades. Aujourd'hui, l'école compte 42 élèves, dont une vingtaine d'enfants étrangers. Nous, on parle aussi souvent des cas, en fait. Tiens, il vient de tel pays, pourquoi il est venu ici? Parce que dans son pays, il y avait la guerre. C'est des choses que nos élèves savent et qu'ils peuvent effectivement raconter à leurs parents. Et puis, ils voient les liens d'amitié se créer entre leurs enfants. Et si des liens d'amitié se créent entre les enfants, pourquoi ils ne se créeraient pas entre les parents aussi? À Chambon-le-Château, les étrangers ne sont pas perçus comme une menace. Bien au contraire. Michel Nouvel est le maire du village. C'est la commune elle-même qui s'est portée volontaire pour accueillir un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et grâce à ces nouveaux venus, l'activité perdure. Le bourg de Chambon-le-Château a la chance encore de posséder un bureau de poste, les 2 bars. Aujourd'hui, le village compte toujours plusieurs commerces. La pharmacie qui est sur la droite. Pour à peine 300 habitants. La boulangerie, une boucherie toute neuve. Et puis surtout à Chambon, quelque chose a changé. C'est vrai que les étrangers, nous n'en entendions parler qu'à par l'intermédiaire de la télévision. Évidemment, Chambon-le-Château, un petit bourg reculé de Lozère, voilà, nous n'étions pas confrontés à une population d'étrangers comme celle-là. Je pense que le regard des gens change, a changé et continue à changer. C'est plutôt une bonne chose? C'est plutôt une bonne chose et je m'en réjouis. Après 10 ans de cohabitation, les premières inquiétudes ont été levées. Les réfugiés font désormais partie du paysage. Dans Chambon, des fois, on voit qu'il y a du monde, qu'il y a de la vie, ils participent à des associations, etc. Donc, c'est vrai que c'est un plus quand même. Ben ouais, pour moi c'est tout bénéfique parce que nous, les mecs du CADA, du coup, ils jouent au foot avec nous, ils font partie du comité des fêtes avec nous, ils nous aident pour organiser les trucs et tout ça. Ça amène aussi des emplois, les personnes qui s'en occupent, etc. Les logements sont occupés, il y a des enfants à l'école, la poste. C'est un peu compliqué au niveau de la langue et tout des fois, mais merci. Mais c'est des mecs qui viennent d'ailleurs et qui peuvent nous apporter d'autres choses culturellement, parce que nous on est là dans un petit village en Lozère, c'est vrai que c'est bien d'avoir des apports extérieurs aussi pour avoir de nouvelles expériences et puis pour partager aussi avec eux. Je pense que s'ils partaient, ça ferait bizarre. À l'heure d'aujourd'hui, là, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre s'ils en avaient. Bonne journée, au revoir. À Chambon-le-Château, un habitant sur 6 est étranger. Leur présence, loin d'être subie, est considérée comme un atout. N'en déplaise à la rumeur, ici elle s'est heurtée à son pire ennemi, la réalité. Au fait, pourquoi lui accorder tant d'importance? Parce qu'elle ne se limite plus au ragot de café du commerce, elle s'invite aujourd'hui dans le débat politique. Le Mans est notre ultime étape sur la route de la rumeur. Le maire socialiste Jean-Claude Boulard vient lui aussi de porter plainte. Il accuse le représentant local du Front National d'avoir relayé la rumeur au cours d'une conférence de presse. Monsieur Louis Noguès, c'est dans le Maine Libre, hein, n'hésite pas non plus à reprendre à son compte la désormais fameuse rumeur d'une immigration locale qui aurait été sciemment organisée. Avec les preuves à l'appui, il lui demande le journaliste. Réponse, tout le monde le sait. Des gens sont contraints de se taire. Non seulement le maire organise, mais exerce des pressions, le maire tape qu'on se taise. C'est une deuxième diffamation. Bon, voilà. Mais ça, c'est plus grave encore, d'avoir quelqu'un qui a une responsabilité politique et tête de liste dans des municipales et qui prend à son compte et diffuse la rumeur. Nous sommes allés rencontrer Louis Noguès. Le représentant du FN au Mans réfute les accusations du maire, avec pour sa défense une petite subtilité. J'aurais accusé la ville d'organiser la venue d'immigrés en provenance de régions parisiennes en échange d'argent. Je n'ai jamais évoqué cet échange d'argent et si M. Boulard me reproche peut-être ce terme d'organiser, alors on va le changer, on va dire qu'il laisse faire. Lors de cette conférence de presse, filmée par une télévision locale, Louis Noguès évoque pourtant des arrivages de population la nuit en car. Je ne peux pas apporter la preuve parce que les chauffeurs sont employés par la mairie, par je ne sais,
peut-être par une entreprise privée, mais doivent se faire. Donc vous pensez que la mairie organise la venue d'étrangers quand même, du coup? Oui, bien sûr. Elle favorise. Bien sûr, oui, favorise, peu importe le mot qu'on va employer. Au fil de notre conversation, Louis Noguès va nous exposer une autre théorie. Le risque, c'est que les Français soient remplacés, en fait, c'est ça? C'est le grand remplacement, hein, c'est le livre de Renaud Camus, hein, si je ne me trompe pas. Oui, le grand remplacement. Je n'aime pas ces histoires qui sont un peu sordides, et le grand complot hein, aussi, pourquoi pas. Mais je suis obligé de constater la réalité. Le grand remplacement, une thèse qui émane de l'extrême droite radicale. Elle met en scène la disparition de la population française blanche, absorbée, dissoute, bref, remplacée au fil du temps par une population africaine et maghrébine. Ce jour-là, l'auteur de ce prétendu changement de peuple est présent à la manifestation de résistance républicaine. Renaud Camus est même invité à prendre la parole. Ce n'est pas la première fois que le peuple français doit se battre pour son indépendance, pour sa liberté, pour libérer son territoire d'un occupant qui veut changer la nature de son histoire et de son identité. Une rhétorique dont les musulmans sont la principale cible et dont l'auteur est poursuivi par la justice pour l'un de ses discours. Mais cette théorie inspire aussi des membres du Rassemblement Bleu Marine, comme Paul-Marie Couteau, l'un des porte-parole de Marine Le Pen. Renaud Camus a bien raison de parler de grand remplacement, parce que je pense que cette tentative guerrière, violente, pernicieuse va échouer. Un membre influent du Rassemblement Bleu Marine relaie donc l'une des théories les plus radicales de l'extrême droite. Nous avons soumis le concept de grand remplacement à François Gemène, notre spécialiste des mouvements de population. Les arguments avancés sur ce site ne reposent pour lui sur aucune réalité établie, à commencer par la différence entre des Français dits de souche et tous les autres, appelés les allogènes. Allogène pour eux, c'est tout qui porte des gènes étrangers. C'est comme ça qu'ils le conçoivent manifestement sur ce site. Ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. C'est sûr que en France, beaucoup d'entre vous, moi, vous, je pense beaucoup de téléspectateurs qui regardent, ont en eux des gènes étrangers, qui a une grand-mère, un arrière-grand-père qui venait de l'étranger. Cette théorie prétend aussi s'appuyer sur des statistiques. Les femmes allogènes feraient plus d'enfants que les Françaises dites de souche. Ça, c'est n'importe quoi. L'idée que le taux de natalité des allogènes serait le double des Français, c'est complètement faux. D'abord, ce terme d'allogène est quand même très très problématique. Et on constate qu'après une génération, le taux de natalité des populations immigrées s'adapte complètement et se moule complètement sur celui de la population d'accueil. Donc, cette théorie du grand remplacement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'elle tient essentiellement du fantasme, qu'elle s'appuie très largement sur des mensonges et sur des amalgames. L'amalgame le plus frappant ici étant celui qui est fait entre l'origine et la nationalité, où on va compter les descendants des descendants des descendants, et qui rappelle quelque part aussi les heures les plus noires où on visait à une certaine pureté de la population. On a vu ce que ça a donné dans les années 30 avec l'Holocauste, où ça correspond juste à une rhétorique raciste d'extrême droite. Il en est donc des rumeurs comme des mauvaises odeurs. Leur relent cache des idées plus rances qu'il n'y paraît. Quand elles se font sentir, mieux vaut ouvrir grand les fenêtres et les esprits. Et avant de colporter les rumeurs, se demander toujours, non pas d'où elles viennent, mais à qui elles profitent. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors depuis la fin de votre tournage, de votre reportage, où en est-on de cette fameuse rumeur du 9-3 ? Alors les plaintes qui ont été déposées par les maires et les députés
ont été une stratégie plutôt efficace, non pas pour trouver les auteurs de la rumeur, mais en tout cas pour y mettre un coup d'arrêt. Aujourd'hui, colporter la rumeur, c'est s'exposer à des poursuites judiciaires. Alors cette rumeur, elle a pris beaucoup d'ampleur à l'automne, mais en fait, elle date de 2-3 ans dans des villes comme Niort ou Châlons-en-Champagne. Et elle n'est pas sans rappeler un phénomène qu'on avait appelé à la fin des années 60 la rumeur d'Orléans. Alors, le sociologue Edgar Morin en avait bien montré la manière dont elle s'était répandue, où on disait que des commerçants juifs organisaient la traite des blanches en enlevant des femmes dans les cabines d'essayage de leurs boutiques. Évidemment, aucune femme n'avait jamais été enlevée à Orléans, mais cette rumeur a quand même mis près de 8 ans à s'éteindre. Ces dernières semaines, c'est cette fameuse théorie du genre, soi-disant enseignée à l'école, ce qui n'était pas vrai, et qui a enflammé la sphère publique. Des parents ont même retiré leurs enfants de l'école. Alors, est-ce que là aussi, on est dans le registre de la rumeur? Et si oui, comment s'est-elle propagée? Alors oui, on peut dire que c'est une rumeur parce que les faits, c'est qu'aujourd'hui, la théorie du genre n'est pas enseignée dans les écoles françaises. Ça, ce sont les faits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette rumeur-là emprunte les mêmes circuits que la rumeur du 9-3, c'est-à-dire des sites, des blogs, souvent d'obédience plutôt d'extrême droite. Et ça fait boule de neige sur les réseaux sociaux et on arrive à finalement une information qui est tronquée, qui est fausse, qui est erronée, fasse finalement la une de l'actualité. Et qu'est-ce que ça dit de la société, ça ? Ce que ça nous enseigne, c'est que d'une part, il y a des gens qui sont suffisamment organisés aujourd'hui pour lancer des rumeurs et les colporter, donc ça c'est un vrai souci. La deuxième chose, c'est que, comme l'avait montré Edgar Morin, le sociologue, au moment de la rumeur d'Orléans, finalement c'est souvent dans des moments d'angoisse, ça révèle une angoisse de la société face à des bouleversements, des changements du monde et de la société elle-même. Merci Elsa.